Alors, on va couper les webcams et laisser la parole à Yao. Les webcams, comme ça sera moins lourd pour tout le monde. Et donc, la parole à Yao Adbetse, qui est coordinateur du plaidoyer au BICé et qui va nous parler de l'approche droit dans nos actions qu'on mène en faveur des droits de l'enfant, comment on peut mettre en avant cette approche droit et que ce ne soit pas seulement le militantisme, notre bonne volonté, mais qu'on ait des bons arguments auprès des autorités, auprès de nos partenaires pour faire avancer la cause des enfants. Donc, on ferme tous nos micros et la parole est à Yao. Merci beaucoup, Marie-Laure. Merci à Camilla pour le message introductif à l'endroit de nos partenaires de l'Amérique latine. Merci à Marie-Laure par rapport aux Français vers les amis de l'Afrique. À Diana par rapport au message liminaire délivré à l'endroit de nos partenaires anglophones. C'est un agréable plaisir pour moi de pouvoir commencer cette série de formations en ligne avec vous. Je suis reconnaissant à vous tous et à toutes parce que je sais que certaines personnes sont restées assez tard, d'autres personnes se sont levées assez tôt et certaines personnes sont dans le fuseau horaire du Nord, ce qui fait que, voilà, je vous dis bonjour et bonsoir selon votre lieu de résidence. C'est un véritable plaisir pour moi, même un honneur de pouvoir vous entretenir justement sur cette thématique qui est tellement importante en fait. Et Marie-Laure, dans son propos liminaire, a touché du doigt un élément essentiel. On ne fait pas juste le travail que nous faisons en tant qu'organisation de la société civile par notre bon vouloir. Il y a des approches, il y a un cadre, il y a un mécanisme, il y a des éléments à mettre en œuvre pour que les opérations que nous menons, les activités que nous menons, les mécanismes que nous menons en place puissent s'accorder avec tout ce qui est prévu comme dispositif, comme disposition par la Convention relative aux droits de l'enfant. Et pourquoi une approche basée sur le droit? Une approche basée sur le droit est une approche vraiment importante et je peux vous assurer que au niveau du système des Nations Unies dans son ensemble, c'est une exigence. Prenez par exemple l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, il y a une approche basée sur la santé. Prenez par exemple l'UNESCO, il y a une approche basée sur l'éducation. Prenez d'autres organisations, par exemple le PNUD, le Programme national des Nations Unies pour le développement, il y a une approche basée sur le droit. Et donc, c'est un élément important qui permet d'habiller, d'irriguer et d'inspirer l'ensemble de nos activités, que ce soit des activités menées par les États, mais également des activités menées par les organisations non étatiques ou les organisations de la société civile que nous sommes. Alors, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'approche basée sur le droit? Il s'agit de quoi au juste? Permettez-moi de commencer par une définition. C'est quoi? En matière des droits de l'homme, l'approche droit s'entend de l'adoption et de la mise en œuvre de législation, de programmes, de méthodes, mais également d'outils et de pratiques qui sont adaptés, mais surtout centrés sur l'enfant, enfant considéré comme sujet et destinataire de droit. Et ça, c'est important parce que l'approche droit nous permet en fait d'avoir un cadre d'analyse, d'avoir un cadre de planification, un cadre de mise en œuvre et un cadre de suivi, évaluation de l'ensemble des opérations mises en place par un État ou par une organisation de la société civile. Et donc, l'approche droit est axée sur les obligations de l'État vis-à-vis de l'enfant, les besoins pluriels de l'enfant. Je reviendrai plus tard sur ce que j'appelle par besoins pluriels, ses droits complémentaires et ses capacités de résilience. L'approche droit, c'est un état d'esprit. Il faudrait que cet état d'esprit-là habite l'ensemble des activités que nous menons en tant qu'organisation de la société civile, mais surtout lorsque nous faisons du monitoring des actions de l'État, il faudrait que nous soyons aussi habités par cet état d'esprit-là. Et c'est aussi surtout une approche holistique, c'est-à-dire qui embrasse un certain nombre d'éléments complémentaires et qui font que la réalisation des uns et des autres, la synergie de ces différents
de ces différents éléments permet d'atteindre un objectif qui permet d'assurer justement ce que nous appelons l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est un élément sur lequel je reviendrai bien évidemment au cours de ma présentation. Et lorsqu'on parle de l'approche droit, il y a un élément de prévention, un élément de protection, un élément de réhabilitation de l'enfant. Et comment est-ce que cette triptyque se réalise? Il faut d'abord considérer l'État d'un côté, mais aussi l'enfant de l'autre. L'État est débiteur de droit, c'est-à-dire que l'État doit agir pour rendre effectif les obligations contractées, que ce soit au niveau d'un instrument juridique régional ou international. Donc, l'État a la responsabilité d'agir. Il est débiteur de droit. C'est une obligation et non une option. C'est une obligation de l'État de satisfaire, de permettre à ce qu'un enfant qui est victime de violence puisse accéder à des services adéquats. Et d'abord, avant même d'être victime, d'être protégé. Donc, avec un système de prévention. Donc, c'est pour ça que je parlais de prévention, de protection et de réhabilitation de l'enfant. Donc, l'État doit agir. C'est une obligation, ce n'est pas une option pour l'État. Et l'État doit adopter dans le cadre de l'approche droit une pratique complémentaire. Et cette pratique complémentaire nous renvoie vers ce que nous appelons l'indivisibilité et la complémentarité des droits. Je vous donne un exemple. Le droit à l'éducation sans le droit à la santé est incomplet. Imaginez des enfants qui vont à l'école, mais qui ne peuvent pas accéder à des services de santé. Ce serait incomplet. Un autre exemple, c'est l'écoute sans un accompagnement holistique proposé après coup est incomplète. Lorsque vous procédez à l'écoute d'un enfant et que après vous ne proposez pas de services d'accompagnement et de prise en charge, vous n'êtes plus dans l'approche 3. Du côté de l'enfant, puisque j'ai parlé tantôt de l'État, du côté de l'enfant, l'enfant est considéré comme sujet de droit. Sujet de droit, pendant longtemps, y compris dans les pays occidentaux, l'enfant n'était pas un sujet de droit. On devait tout faire pour lui. L'enfant est là, il n'a pas droit à la parole, on fait tout pour lui. Mais il y a un changement de paradigme avec la Convention relative aux droits de l'enfant. Désormais, l'enfant est un sujet de droit. Il est titulaire, il est détenteur, il est sujet de droit. Et donc, il bénéficie des droits. Et ce n'est pas de la charité que lorsque l'État engage des actions envers la satisfaction des droits de l'enfant, il ne s'agit pas de la charité, mais des droits à exécuter. C'est un traitement basé sur le droit et non sur une approche sociale. Et par rapport à l'approche sociale, quoique utile, lorsqu'on parle de l'approche droit, ça va au-delà de l'approche sociale. Je reviendrai également sur cet aspect plus tard. De quoi s'agit-il? Vous connaissez, vous tous et toutes, les différentes dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant. Permettez-moi donc de ne pas revenir sur les détails des dispositions qui sont prévues au niveau de la Convention relative aux droits de l'enfant. Mais en tout cas, est-ce que lorsqu'on parle de l'approche basée sur le droit, on parle de droit ou on parle de besoin? Est-ce qu'il y a une confrontation? Quelle est l'analyse que nous faisons lorsqu'on parle de l'approche droit? Il faut savoir que il faut faire valoir les droits des enfants plutôt que de satisfaire les besoins de l'enfant. Ça, c'est un élément fondamental de l'approche droit. Les besoins peuvent s'épuiser ou considérés comme épuisés à un moment donné, alors que les droits sont inhérents à la personne. Je vous donne un exemple. Par exemple, lorsque un enfant est dans un camp de réfugiés, par exemple, il a besoin de l'aide humanitaire. Mais dès que le camp est fermé, dès que le conflit est supposé terminer, on considère que les besoins n'existent plus, alors que la jouissance des droits est liée à la personne de l'enfant et non pas à la situation dans laquelle il se trouvait à un moment donné. L'approche droit est basée sur la place qu'on accorde à l'enfant. Donc, la place de l'enfant est au centre, en fait. Alors que lorsqu'on parle d'une approche basée sur le besoin, on parle davantage d'une approche axée sur les besoins, une approche qui s'articule davantage autour d'une situation vécue à un moment précis. Et là, il y a une opposition entre une approche qui s'installe dans la durée, donc une approche pérenne, contre une approche qui est ponctuelle parce qu'il faut satisfaire à un moment donné, à un temps T, dans une situation précise, un besoin spécifique de l'enfant. Alors, comment est-ce qu'on met tout ça, tout ce que je viens de dire en musique? Comment est-ce qu'on met ça sous forme d'action? Comment est-ce qu'on articule tout ça pour que ça puisse produire des effets concrets dans la vie des enfants? Ah, il faut commencer par, il faut forcément, on commence par
le cadre d'analyse dont je parlais dans mon propos liminaire, le cadre d'analyse. Il faudrait commencer par les obligations internationales contractées par l'État. Et ces obligations se trouvent soit dans des instruments juridiques régionaux ratifiés par l'État. Lorsque vous êtes en Amérique latine, ce sont l'ensemble des instruments au niveau de l'Organisation des États américains. Lorsque vous êtes au niveau de l'Europe, c'est l'ensemble des instruments adoptés par soit le Conseil de l'Europe, qui rassemble l'ensemble des États de l'Europe, mais aussi par l'Union européenne, qui rassemble un certain nombre d'États en Europe. Ou lorsque vous êtes en Asie, c'est l'ASEAN, par exemple, qui adopte un certain nombre d'instruments. Lorsque vous êtes en Afrique, c'est au niveau de l'Union africaine, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et spécifiquement en ce qui concerne les enfants, la Charte du bien-être des droits et de l'enfant en Afrique. Ah, donc, il faut ratifier. Il faut ratifier et de préférence sans réserve. Et si vous souhaitez poursuivre la discussion sur la question de réserve, je suis à votre disposition, bien évidemment. Et ratifier sans réserve, c'est quoi en réalité? Ça suppose l'intégration de l'approche droit. Ça suppose l'harmonisation du droit domestique, donc du droit national, par rapport aux obligations régionales et internationales contractées. Ça veut dire aussi que l'État qui ratifie doit se donner les outils pour la surveillance de la mise en œuvre de cette approche-là, dans son cadre juridique, dans son système national. Au niveau international, on a évidemment la convention que vous connaissez tous, c'est la convention relative aux droits de l'enfant, qui jouit aujourd'hui d'une ratification universelle, c'est-à-dire que l'ensemble des États l'ont ratifié, à l'exception, vous le savez, des États-Unis, qui l'ont certes signé, mais pas ratifié. Et ils ont ratifié ces deux protocoles opérationnels, ce protocole facultatif. Et donc, lorsqu'on parle du bloc conventionnel au niveau international, en ce qui concerne les droits de l'enfant, c'est la Convention relative aux droits de l'enfant. C'est le protocole facultatif par rapport à la vente d'enfants, c'est le protocole facultatif concernant l'implication des enfants dans les conflits armés, mais c'est également le troisième protocole qui concerne la procédure de communication. Au niveau régional, je le disais tantôt, en Afrique, c'est la charte du bien-être, des droits et du bien-être de l'enfant. En Amérique latine, on a la convention interaméricaine des droits de l'homme, avec l'ensemble des dispositions qui sont prévues spécifiquement pour les enfants. En Asie, un certain nombre de documents. En Europe, puisqu'on parle de la violence, on peut se référer de manière spécifique à la convention de Lanzarote. Et ratifier, c'est bien, mais domestiquer, harmoniser son droit national, c'est encore mieux. Et donc, cela consiste à adopter des tests nationaux en cohérence avec le droit régional ou international ratifié. Il faut respecter le calendrier des soumissions des rapports périodiques aux mécanismes régionaux et internationaux de supervision. Par rapport à cela, on a par exemple le comité des droits de l'enfant qui fait le monitoring de la convention relative aux droits de l'enfant. Vous connaissez sans doute, puisque vous avez certainement entendu parler du comité des droits de l'enfant et que vous avez certainement, je l'imagine, soumis également des rapports alternatifs à ce comité-là pour justement faire le suivi de l'état de la mise en œuvre de la convention au niveau national auprès des experts du comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant. Domestiquer, ça veut dire aussi transformer les objectifs des ODD, notamment la cible 16.2 que vous connaissez tous, qui concerne la lutte contre la violence à l'égard des enfants, en plans nationaux, en stratégie nationale, qui permet justement d'ancrer les différentes mesures dans un cadre programmatique. Domestiquer, ça veut dire aussi fournir des informations détaillées avec des données désagrégées sur la situation des enfants et la violence qu'ils subissent. Lorsqu'on parle du cadre juridique, il faut aussi, lorsqu'on veut adopter une approche axée sur le droit, avoir aussi des orientations stratégiques fondées sur justement l'approche droit. Et là, il faut véritablement un changement de paradigme, un changement qui doit conduire les États à respecter et à promouvoir la dignité humaine et l'intégrité physique et psychologique des enfants en tant qu'individus, en tant que personnes titulaires de droits, plutôt que de les considérer avant tout comme étant des victimes. Et ça,
c'est un aspect de la lecture obligatoire que vous devriez faire. Si vous l'avez fait, vous aurez sans doute aperçu que ce changement de paradigme est un élément essentiel lorsqu'on aborde l'approche axée sur le droit. Il faut aussi des systèmes et des stratégies de prévention, de répression de la violence qui doivent se fonder sur une approche fondée sur les droits de l'enfant plutôt que sur une approche fondée sur la protection sociale. La protection sociale, certes, c'est une très bonne chose, mais l'approche droit permet d'ancrer davantage, de faire le lien entre les droits et tout ce qui est inhérent à la personne, de sortir de la logique qui consiste à appliquer un droit pour une certaine catégorie de personnes. C'est aussi une approche qui nous permet, je le dirais encore plus loin, qui permet en fait de ne pas faire de la charité, mais de mener des actions parce qu'il s'agit d'une obligation. Et le but ultime de la prise en charge holistique d'un enfant, qu'il soit victime, migrant non accompagné ou séparé, c'est de définir une solution durable sans retard. Dès lors que la situation est connue des autorités, des mesures diligentes devraient être prises pour arrêter cette violence et faire en sorte que l'enfant puisse accéder à des services adéquats. Et c'est quoi les services adéquats? C'est la possibilité, lorsque l'enfant est victime de violence, de faire un signalement, de signaler la violence subie. Et le signalement peut se faire à travers les permanences téléphoniques, ça peut se faire à travers des services d'écoute, ça peut se faire à travers des centres dédiés à cet effet. Et il est important de souligner que l'écoute de l'enfant, lorsqu'on parle de signalement, ne devrait pas se faire de manière désordonnée. Il y a un cadre spécifique à observer, il y a des protocoles à respecter, il y a un format à observer et nous reviendrons bientôt, bien évidemment, sur cette application, sur cet aspect-là. Et lorsqu'on parle de l'application, donc la mise en œuvre concrète de l'approche droit, il faut qu'on tienne compte d'un certain nombre de principes et d'actions. En termes de principes, et vous le savez sans doute, je ne vous apprends rien par rapport à cet aspect-là, c'est le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant, et lorsqu'on parle de l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est faire en sorte que toute décision concernant l'enfant soit centrée sur l'enfant. C'est-à-dire que l'intérêt de l'enfant est considéré comme primordial. Et par rapport à cela, je vous renvoie à l'observation générale du comité, observation générale du comité numéro 14, qui détaille de manière précise les composants de ce qu'on appelle intérêt supérieur de l'enfant. Et toujours lorsqu'on parle de principe, c'est la non-discrimination. La non-discrimination, aucun enfant ne doit être laissé de côté. Et ça, c'est le slogan des objectifs de développement durable. Aucun enfant ne doit être laissé de côté. Que l'enfant habite dans un village, que l'enfant habite dans les montagnes reculées, que l'enfant habite dans une région enclavée, il n'y a aucun motif valable de la part de l'État à ne pas fournir les services adéquats et appropriés à cet enfant, quel que soit son lieu de résidence, que l'enfant appartienne à une minorité donnée, que l'enfant appartienne à un groupe, à une population autochtone, il n'y a pas de motif valable pour que l'État ne puisse pas étendre l'ensemble de ses services, l'ensemble des mesures prises à tous les enfants sur son territoire. Après l'intérêt supérieur de l'enfant, la non-discrimination, il y a la participation. La participation est un élément clé, en fait. Lorsque vous prenez, par exemple, l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant, on note la question de la participation comme étant un élément central, même si la participation n'est pas nommément mentionnée en tant que telle dans la Convention, mais l'interprétation objective, d'ailleurs, de l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant nous donne un certain nombre d'éléments. C'est de respecter l'opinion de l'enfant. C'est de recueillir la parole de l'enfant, notamment lorsqu'il est victime de violence. C'est parce que l'enfant est un sujet de droit. C'est un acteur de son droit. Et l'enfant doit être ce qu'on appelle en Amérique latine protagoniste. Protagoniste, c'est-à-dire il doit faire partie intégrante de la recherche de solutions, de la solution qui le concerne. Et évidemment, l'autre principe, le quatrième principe, c'est le droit de vivre, de survivre et se développer. Mais en termes d'action maintenant, comment est-ce qu'on convertit ces principes-là en termes d'action? L'approche droit exige que les États mettent en place des programmes nationaux spécifiques destinés à la lutte contre la violence à l'égard des enfants. Et
C'est un élément essentiel. Lorsque le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies examine les rapports périodiques des États, c'est un élément essentiel auquel les experts du comité prêtent attention. Est-ce que dans un État donné, est-ce que dans vos pays respectifs, l'État a un programme national dédié à la lutte, spécifiquement dédié à la lutte contre la violence à l'égard des enfants? Ça, c'est un élément essentiel. Sans ce programme-là, il est difficile de pouvoir mesurer et observer simplement ou apprécier les différentes mesures prises par l'État pour justement donner effet aux engagements contractés dans le cadre de la Convention relative aux droits de l'enfant. En termes d'action, l'approche droit exige également des services disponibles. Non seulement disponibles, mais aussi accessibles et abordables. Si par exemple, on a un système de signalement connu, est-ce qu'on a d'abord un système de signalement dans le pays? Si on a un système de signalement, est-ce que ce système de signalement est connu et par les enfants et l'ensemble des éducateurs qui s'occupent des droits de l'enfant dans le pays? Si ce système de signalement existe, est-ce que ce système est accessible de manière gratuite et universelle à l'ensemble des enfants? Ça, c'est une question fondamentale. Si, par exemple, on ne peut accéder à un service d'appel téléphonique que pendant un certain nombre de temps ou pendant la journée, euh, et que l'accès n'est plus possible dans la nuit, il y a un problème. L'accès en ce moment n'est plus universel. Ou par exemple, si vous possédez un certain nombre de catégories de portables, vous ne pouvez pas accéder au système, il y a un problème. Le système n'est donc pas accessible à tous les enfants. Ou si le service d'appel téléphonique est uniquement disponible dans la capitale ou dans les grandes villes et non dans les hameaux, dans les villages, dans les lieux reculés ou désenclavés, il y a un problème. Et donc, l'approche droit exige qu'on étende l'ensemble des services à l'ensemble du territoire national, y compris pour les enfants qui sont dans des endroits difficiles. Et il faudrait que ce système soit aussi gratuit. Si par exemple, vous devez payer pour le faire et que vous n'avez pas les moyens de le faire, vous ne pouvez pas accéder à la justice. Et c'est pour ça justement que l'approche droit exige que non seulement les services destinés aux enfants soient accessibles, mais aussi abordables. Faire en sorte que le service profite à l'ensemble des enfants sur le territoire. Et il faut des pratiques adaptées, ce qu'on appelle en anglais child-friendly practices. Il faudrait que les pratiques soient adaptées aux enfants. Et comme je le dis, il faudrait que ce soit des pratiques à hauteur d'enfant. C'est-à-dire que les enfants peuvent comprendre, que les enfants peuvent exercer. Il faudrait de la disponibilité, mais aussi de l'accessibilité, de l'adaptabilité, de l'universalité et de la compréhensibilité. Et tous ces éléments-là réunis sont des éléments qu'exige en fait l'approche droit. Si on a l'ensemble de ces éléments, on peut donc dire que nous avons un système qui obéit ou qui respecte l'approche basée sur le droit, qui doit être l'approche adoptée par l'État. Et donc, il faudrait que lorsque je suis victime, en tant qu'enfant victime de violence, que je puisse accéder à la justice, et accéder à la justice passe notamment par des certificats médicaux légaux, par exemple. Il faudrait que je puisse faire des analyses qui soient accessibles. Il faudrait que je puisse accéder à la justice. Il faudrait que je puisse faire l'objet d'accueil. Il faudrait que je sois écouté, que ma parole soit recueillie. Il faudrait que je puisse être restauré et réhabilité dans ma dignité en tant qu'enfant victime de violence. Et donc, comment ça se fait la prise en charge? La prise en charge, lorsqu'on parle de l'approche droit, obéit à des éléments qui doivent être holistiques. Il faut d'abord un mécanisme de signalement. Je l'ai dit tantôt, mais il faudrait que le mécanisme de signalement soit dédié, spécifique. Il faudrait que des agents de l'État soient dédiés pour recueillir la parole de l'enfant ou pour traiter le signalement. Il faudrait qu'il y ait des assistants sociaux dédiés, donc formés spécifiquement pour cet objectif-là. Il faudrait que des juges pour l'enfant puissent être en place pour décider, pour juger et pour apprécier les affaires concernant la violence à l'égard des enfants. Au-delà du mécanisme de signalement, on a un mécanisme de réfèrement. En mauvais français, mais en bon français, on dirait un système d'orientation. Donc, un système d'orientation qui suppose une certaine capacité de l'État à proposer après signalement un processus thérapeutique en tenant compte des besoins de l'enfant.
Et il faut commencer par l'écoute de l'enfant. L'écoute de l'enfant dans le cadre d'un accompagnement psychosocial, tout le processus commence par l'accompagnement psychologique. L'écoute d'un enfant doit se faire par des professionnels qui sont formés suivant un protocole donné dans un cadre propice. Et si je prends par exemple la convention de Lanzarote, qui est la convention au niveau du Conseil de l'Europe, il y a l'article 35 qui est spécifiquement dédié aux procédures d'écoute de l'enfant, d'interview de l'enfant, comment est-ce que cela doit être fait, quel est le cadre approprié, par exemple, doit être fait dans un cadre sobre, que l'interview ou l'écoute de l'enfant doit être vidéo enregistrée, donc enregistrée, qu'on ait la voix, mais aussi qu'on ait la vidéo, de sorte qu'on ne répète pas de manière infinie, à l'infini, à travers l'ensemble des acteurs qui doivent écouter ou en tout cas traiter le cadre d'enfant, qu'on ne soit pas obligé de répéter la même chose. Et donc, il faudrait qu'on ait un cadre propice qui permette en fait de pouvoir écouter l'enfant de manière objective, suivant un certain nombre de règles, de protocoles. Il faudrait, en dehors des mécanismes de signalement, d'orientation, mais aussi d'écoute psychologique, il faut une approche thérapeutique et qui permet de tenir compte de la capacité de résilience de l'enfant. Et ça, on aura plus tard, au niveau de cette série de cours, un module spécifique sur la résilience. Donc, on va détailler davantage ce que c'est que la résilience. Donc, tenir compte de la capacité de résilience de l'enfant. Les tuteurs, c'est quoi les tuteurs, les facteurs de résilience dans son environnement de vie? Il faudrait également que le traitement soit adapté à l'enfant. Dans le cadre de l'accompagnement et de la réhabilitation de l'enfant, et lorsqu'on veut adopter une approche basée sur le droit, il s'agit évidemment toujours d'une approche globale, une approche holistique qui tienne compte d'un certain nombre d'éléments que je viens d'évoquer et qui tienne également compte de l'aspect juridique et judiciaire. Il est prouvé que lorsque on judiciarise une affaire de violence à l'égard des enfants, par exemple des abus sexuels subis par un enfant, cela participe de la réhabilitation, cela participe de l'accès aux droits, certes, mais cela facilite ou en tout cas sert de catalyseur pour faire en sorte que l'enfant puisse être restauré dans sa dignité. Donc, le juridique et le judiciaire permettent de préserver, de sauvegarder les droits de l'enfant pour mieux orienter l'enfant et sa famille, parce que lorsque un enfant dans une famille est victime de violence, il faudrait étendre l'ensemble des services aux familles, et ça, c'est l'approche droit qui l'exige également. Il faudrait faciliter la navigation à travers le système de justice, et là, c'est justement, il y a un certain nombre de rituels dans le système, dans l'appareil judiciaire que les communs de tout le monde ne comprend pas. Et donc, pour pouvoir naviguer de manière convenable dans le système, il faut une assistance juridique ou judiciaire. Il faudrait qu'on puisse avoir accès à des analyses qui nous permettent de brandir devant le juge des preuves tangibles des faits qui se sont produits. Et la judicialisation, je le disais tantôt, participe du processus de réparation et de réhabilitation de l'enfant victime. Et parlant de réparation et de réhabilitation, on peut parler de réparation symbolique ou pécuniaire, de remettre l'enfant sur le chemin du développement harmonieux, de rétablir l'enfant dans sa dignité, de favoriser à nouveau le développement psychologique, physique et spirituel de l'enfant et d'autonomiser l'enfant. Donc, tous ces éléments-là participent du processus de réhabilitation, de restauration de l'enfant dans sa dignité. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir? Quels sont les repères qui nous permettent de pouvoir dire qu'un tel programme est axé ou orienté vers l'approche droit? Lorsqu'on prend un programme, par exemple, il faudrait que le programme qui est mis en place parte d'un point précis. Il faudrait une consultation préalable des acteurs, y compris des enfants qui sont concernés. La consultation est importante parce que cela permet de recueillir un certain nombre d'éléments, d'indicateurs, d'informations sur lesquels les objectifs du programme seront bâtis. Donc, le programme doit être développé après une analyse et un diagnostic de la situation. Donc, il faut une analyse situationnelle qui permette de pouvoir évaluer l'ensemble du problème, évaluer les causes du problème, les conséquences, les manifestations du problème, avant de pouvoir mettre en place un programme adéquat.
Ce programme doit être fondé sur les droits garantis et sur les besoins identifiés. Le programme doit s'articuler autour des droits fondamentaux, ça c'est capital lorsqu'on parle de l'approche droit de l'enfant, et de sa capacité de résilience. Il faudrait que le programme soit centré, axé et adapté aux enfants. Il faudrait que le programme soit non discriminatoire, visant à réduire les disparités et donner priorité aux enfants les plus marginalisés, vivant dans des zones défavorisées ou appartenant à des minorités ou à des populations autochtones, je le disais tantôt. Il faudrait également que ces programmes visent à éliminer des obstacles à l'accès aux droits de l'enfant. Si par exemple, je suis victime de violence et que je ne peux pas prouver devant le juge que j'ai été victime de violences sexuelles, par exemple, parce que je n'ai pas de preuves, la culpabilité de l'auteur du présumé auteur ne pourra pas être prouvée. Et donc, il faudrait que qu'un système basé sur l'approche droit puisse me proposer un certain nombre de dispositifs, un mécanisme qui me permet de pouvoir faire les analyses nécessaires, les analyses médico-légales qui me permettent de pouvoir prouver devant le juge que j'ai été effectivement de telle violence de la part de telle personne. Et donc, lorsqu'on parle de l'approche droit, le programme est tout aussi important que les modalités de mise en œuvre. Donc, le processus doit s'articuler autour des stratégies, des méthodes et des pratiques qui tiennent compte et qui tendent vers l'autonomisation de l'enfant, son épanouissement et son rôle constructif dans la société. La Convention relative aux droits de l'enfant parle de la réhabilitation de l'enfant pour qu'il puisse jouer un rôle constructif dans la société. Il ne faudrait pas qu'un enfant victime de violence ne puisse pas se relever en tenant compte de ses capacités de résilience. Il faudrait qu'un enfant qui est victime de violence puisse bénéficier de l'ensemble des services qui lui permettent de pouvoir s'autonomiser. Et donc, pour arriver à ce niveau-là, il faudrait une sorte d'appropriation locale. Et ça, c'est important au niveau de la gouvernance locale. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, au niveau de la municipalité? Qu'est-ce qu'on fait au niveau des quartiers? Quel est le dispositif mis en place par les collectivités décentralisées? Quels sont les services mis en place par les villes, les municipalités, les quartiers pour justement répondre à ces besoins, pour répondre à ces besoins justement. Et donc, il faut une appropriation locale, un ancrage local et une sorte de responsabilisation des autorités décentralisées pour le suivi et l'évaluation. Il est bien que l'État puisse prendre des décisions, mais si l'État prend des décisions à la capitale et que les collectivités décentralisées, les villes, les municipalités, les districts ne sont pas contactés ou ne sont pas impliqués dans le processus de prise de décision, cela ne pourra pas fonctionner. Et donc, cela implique une participation, la participation des enfants en tant que protagonistes. Et ce mot, je l'adore parce que protagoniste, ça veut dire que l'enfant est partie prenante de tout le processus et c'est un moyen et aussi un objectif. Il faudrait que la participation puisse faire en sorte que la finalité, les objectifs auxquels on parvienne, puissent contenir des éléments justement qui ressortent de l'analyse situationnelle, y compris par les enfants eux-mêmes. Il faudrait que les auteurs soient impliqués et formés. Et lorsqu'on parle de formation, il ne s'agit pas uniquement de la formation initiale, mais également de la formation continue. On peut avoir au niveau de la faculté de droit, au niveau de la faculté de psychologie ou de sociologie, avoir des connaissances préalables ou dans un centre de formation. Mais si une fois en activité, on n'a pas accès à des formations qui nous permettent d'actualiser nos connaissances, de pouvoir adapter nos outils aux réalités, cela n'est pas important. Et l'approche doit exiger justement que la formation continue fasse partie des méthodes mises en place par l'État. Donc, il faudrait aussi que les outils soient adaptés à l'enfant. Il faudrait un monitoring et une évaluation interne et externe. Donc, externe par des organes indépendants, mais aussi au niveau interne par l'ensemble des services de l'État qui sont concernés, ou si on prend une ONG, l'ensemble des collaborateurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre du programme. Il faudrait une transparence qui doit se constater notamment via la collecte de données désagrégées. En résumé, je voudrais axer ce résumé autour de 3 axes. Le premier axe, c'est le fondement d'un programme basé sur une approche droit. Il faudrait que les programmes tendent
il faudrait que les programmes se fondent sur les droits fondamentaux de l'enfant. Ceci est capital. Parce que si on ne se fonde pas sur les droits fondamentaux de l'enfant, on fausse la base. Il faudrait que les normes relatives aux droits de l'homme, et en particulier celles portant sur les droits de l'enfant, fournissent un cadre pour l'élaboration d'objectifs, de cibles et d'indicateurs mesurables dans le programme. C'est très important. Et ça, c'est un fondement majeur. Il faudrait aussi, au niveau du deuxième axe, une analyse des causes. Et l'analyse des causes doit s'orienter vers des causes qui sont apparentes, des causes qui sont sous-jacentes, des causes qui sont profondes et qui sont identifiées ou disséquées au moins d'une analyse de situation, je l'ai dit tantôt, mais c'est une solution valable et une solution justement qui est valable dans un pays donné ne le sera pas forcément dans un autre pays. C'est pour ça qu'il faut adapter, il faut s'inspirer, adapter, donc par rapport à la situation. C'est une étude, il faudrait aussi que lorsqu'on parle de développement d'indicateurs de départ, l'indicateur de départ se fonde par exemple sur une étude qui permet voilà, de voir par exemple, est-ce que le développement physique et émotionnel de l'enfant, comment est-ce que les assistants sociaux, comment est-ce que les psychologues tiennent compte dans le cadre de l'accompagnement de l'enfant du développement physique, émotionnel, cognitif et social. Il faudrait aussi que les études permettent d'étudier l'ensemble des problématiques liées aux enfants. Il faudrait qu'on ait des études sur la pédagogie de la petite enfance, sur la psychologie infantile. Tout cela, ce sont des ressources qui permettent de fonder et d'ancrer le programme dans des réalités de terrain. Et donc, dans le cadre de cette analyse, l'analyse doit inclure, par exemple, toutes les parties prenantes et doit porter donc sur la capacité de l'État en tant que responsable au premier chef de la mise en œuvre des droits de l'enfant et de sa capacité à travailler en coopération et en collaboration avec des acteurs non étatiques, notamment les organisations de la société civile que nous sommes. Au niveau des bénéficiaires doivent être considérés impérativement, ici en l'espèce les enfants, comme des sujets de droit. Ce sont des acteurs majeurs de leur propre développement, plutôt que comme voilà, de simples bénéficiaires ou qui doivent simplement consommer des services qu'on leur présente ou qu'on leur propose. Et la participation est, je le dis encore, à la fois un objectif et un moyen. Les enfants doivent être considérés comme des protagonistes. C'est une exigence fondamentale de l'approche basée sur le droit. Et en tant qu'objectif, lorsqu'on parle d'objectif ultime de l'approche droit, les programmes ciblent en priorité les groupes marginalisés et exclus. Il faudrait qu'on puisse faire en sorte que les services dédiés aux groupes marginalisés leur permettent de pouvoir émerger de la situation dans laquelle ils se trouvent pour ne plus subir la violence. Il faudrait que les stratégies favorisent l'autonomisation et la responsabilisation. Il faudrait que le processus de développement fasse l'appropriation locale. Il faudrait que les programmes visent à réduire les disparités et à renforcer l'autonomie des personnes exclues. Et pour conclure, le processus et le résultat de mise en œuvre du programme doivent être suivis et évalués. Les systèmes nationaux de responsabilité doivent être renforcés afin de veiller à ce que la performance des gouvernements soit évaluée et de manière indépendante et que personne ne se sente lésé et que toutes les personnes qui ont subi des violations puissent accéder à des recours auprès des autorités ou des mécanismes disponibles. Et pour finir, il faudrait que des partenariats soient noués pour justement assurer l'ancrage des solutions ou des résultats atteints au niveau local. Et donc, je vous ai proposé une lecture obligatoire et je suis convaincu que vous avez tous et toutes lu l'observation générale numéro 13. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Je suis donc à votre disposition pour vos éventuelles questions. Et on va aller doucement pour poser les questions, prendre le temps. On a le temps là pour pas mal de questions. Laisser le temps aux interprètes pour les traductions dans les différentes langues. Alors, Yao va répondre aux 4 questions qui étaient déjà sur le fil de discussion. Ah. Est-ce que... Alors, je vois qu'il y a un problème pour la traduction en espagnol. Est-ce que les 2 interprètes sont bien revenus? Oui, Livia est là. Ok, super, merci.
Merci beaucoup, Marie-Laure. Donc, il y a un certain nombre de questions qui ont été soulevées par les participants. La première, c'est de savoir, est-ce que l'existence de programmes spécifiques à elle seule suffit comme action à ce niveau, donc au niveau de l'approche 3. Euh, L'existence de programmes est important. C'est le point de départ qui définit les stratégies de l'État. Dans un premier temps, il y a un cadre juridique existant. Dans un deuxième temps, il y a un programme qui s'arrime sur le cadre juridique. Et ensuite, il faut dépasser ce qui se trouve spécifiquement au niveau des programmes. Il faudrait que le programme puisse mettre en place des services de préférence décentralisés, des services qui soient euh, euh, mis en œuvre par des personnes formées, par des personnes dédiées, des services qui puissent atteindre l'ensemble des enfants sur le territoire de l'État. Il faudrait que ces services soient adaptés, il faudrait que ces services soient accessibles, il faudrait que ces services soient abordables. Donc, le programme à lui seul ne suffit pas. Pourquoi je dis que le programme à lui seul ne suffit pas? Parce que dans un certain nombre d'États, on a des programmes, mais il n'y a pas de fonds de ressources budgétaires allouées au programme. Et dans ce cas-là, on ne peut pas parler d'une approche 3, ou en tout cas d'une approche 3 limitée, étant donné que les ressources nécessaires pour la traduction concrète du programme en acte, le budget n'est pas alloué, ce programme ne répond pas à l'approche droit. Donc, c'est un élément essentiel qu'il faut soulever lorsque vous faites, par exemple, du suivi, évaluation auprès des services de l'État, en soulignant justement que d'un côté, on a le programme, ce qui est une bonne chose, mais il faut se donner les moyens nécessaires pour que le programme puisse prendre ancrage au niveau national et que les différents services proposés soient mis en place et soient accessibles, abordables et disponibles pour l'ensemble des enfants. Ça, c'était la première question. La deuxième question, est-ce que la réparation symbolique ou pécuniaire est-elle adaptée en matière de violence sur les enfants? Lorsque j'intervenais, j'avais parlé d'une série, en fait, d'un certain nombre de réparations qui sont des réparations possibles. Et bien évidemment, on ne peut pas s'arrêter à la réparation pécuniaire lorsqu'il s'agit à la réparation symbolique lorsqu'on a des enfants qui sont victimes de violences, mais il faut aller au-delà de la réparation symbolique. Le fait déjà que l'auteur présumé, ou en tout cas l'auteur, reconnaisse les faits, c'est déjà quelque chose de symbolique qui permet en fait à l'enfant victime de violence de se reconstruire. Lorsqu'il y a un déni de la part de l'auteur de la violence, cela aggrave les symptômes et la douleur au niveau de l'enfant. C'est pour cela que la réparation symbolique n'est pas à négliger, mais on ne peut pas s'arrêter à la réparation symbolique. L'approche droit exige qu'on aille au-delà pour justement proposer une réparation pécuniaire, euh, une réparation qui va jusqu'à la réhabilitation de l'enfant dans ses droits, dans sa dignité, une réparation qui permet à l'enfant de rebondir à nouveau et d'assumer un rôle constructif dans la société, comme le dit la Convention relative aux droits de l'enfant. Il y a une autre question, celle-là qui vient de M. Aimé Hadji, qui nous demande de savoir, peut-on dire que l'approche 3 décourage la déjudicialisation? L'approche droit, bien au contraire, ne décourage pas la déjudicialisation. J'ai évoqué un certain nombre d'éléments. J'ai d'abord dit que l'approche droit rassemble des éléments pour faire en sorte que les pratiques, les services, les soins qui sont proposés à l'enfant victime de violence puissent avoir un caractère holistique. Et donc, ça inclut d'abord la possibilité de signaler la violence, la possibilité d'être écouté, d'être référé ou orienté vers des systèmes adaptés pour un accompagnement et une prise en charge, une écoute attentive qui se déroule dans un cadre propice, effectué par des personnes, des assistants sociaux, des psychologues, des médecins formés, dans un cadre qui soit propice. Voilà. Et donc, euh, il faut le signalement, le psychologique, l'orientation, le thérapeutique, mais aussi le judiciaire. Il est prouvé
que lorsqu'on va jusqu'à la justice et que une décision de justice sanctionne l'affaire, cela accélère ou en tout cas permet une réhabilitation plus rapide ou une réhabilitation plus favorable. Ensuite, il y a une question qui est en espagnol. J'ai compris que l'approche droit devrait être prioritaire et non l'approche sociale. Pourriez-vous nous donner plus d'informations sur cette approche, sur ces différentes approches? Je le disais, par exemple, lorsqu'on parle de l'approche basée sur le besoin ou une approche basée sur la protection sociale, on va dire que dans un endroit donné, il y a un besoin qu'il faut satisfaire. Dans une région donnée, dans un district donné, il y a un besoin parce que voilà, les enfants de cette région n'ont pas accès à un certain nombre de services. Mais le problème, c'est que lorsqu'on limite, lorsqu'on limite les services aux besoins spécifiques par rapport aux enfants dans un lieu donné, on oublie un élément fondamental que l'approche droit exige. L'approche droit exige la non-discrimination. L'approche droit exige que la couverture puisse aller de manière prioritaire aux enfants qui sont marginalisés, aux enfants qui sont exclus, aux enfants qui n'ont pas accès aux services comme les autres enfants. Et donc, c'est une différence fondamentale entre les deux approches. L'approche droit se fonde sur tous les services qui sont inhérents à la personne, pas des services qui sont nécessaires à un temps précis, mais des services qui doivent être disponibles et adaptés à tous les enfants sur l'ensemble du territoire national. Dès lors qu'on a une approche basée sur les besoins, l'État peut s'autoriser de limiter ces services en se disant le besoin qui a été identifié à un moment donné s'est épuisé, donc on n'a plus à intervenir par rapport à ces enfants. C'est pour ça que vous aurez constaté qu'au niveau de l'aide humanitaire, au niveau de l'action humanitaire, il y a de plus en plus une approche basée sur le droit. Par exemple, on ne va plus amener du maïs ou du haricot des États-Unis pour des enfants au fond de, je ne sais pas, au fond de Buenos Aires, mais on va essayer, lorsqu'il y a des besoins humanitaires, voire dans la région, pour qu'on puisse accéder à des services qui sont déjà disponibles à la région, ce qui permet déjà d'avoir un ancrage au niveau régional, ce qui permet d'avoir une appropriation de l'ensemble des services par la population locale et aussi faire en sorte que ce ne soit pas juste des actions qui soient téléguidées d'ailleurs, mais des actions qui soient définies, concertées au niveau national. Et donc, il y a une différence fondamentale entre les deux approches. Une autre question, l'approche droit peut prendre véritablement le dessus sur celle fondée sur les besoins. Au regard de cette présentation, il y a plusieurs mécanismes qui doivent se mettre en place pour sa mise en application. Avons-nous les moyens humains ou matériels pour répondre à toutes ces exigences? Ces exigences qui dérivent de l'approche 3 sont d'abord sont des exigences que l'État doit respecter. C'est l'État qui a pris les engagements au niveau international, au niveau régional, pour assumer l'ensemble des services à l'égard des enfants, que les enfants soient victimes ou pas de violence. Et donc, c'est un engagement de l'État. Et c'est sur la base de cet engagement-là que l'État doit décliner un certain nombre de services pour justement répondre à ces obligations conventionnelles contractées lorsqu'il ratifie des mécanismes au niveau régional, ratifie des instruments au niveau international. Tous les États ont ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant, ce qui suppose qu'ils doivent justement, pour être en adéquation avec les obligations, avec les dispositions avec lesquelles ils ont exprimé leur consentement à être jugés, à mettre en place un certain nombre de services. Ce n'est pas trop demander à l'État que de dire vous devez mettre en place un programme national. Non seulement vous devez mettre en place le programme, mais vous devez vous donner les moyens nécessaires pour que ce programme puisse être adapté aux réalités du terrain. Vous devez ensuite allouer
les ressources nécessaires pour que ce programme puisse être véritablement exécuté. Vous devez faire en sorte que les personnes qui exécutent le programme aient préalablement reçu des formations appropriées pour que le service soit rendu dans des conditions optimales. Voilà. Donc, ce n'est pas trop demander à l'État que de mettre en place un programme. Ce n'est pas trop demander à l'État qu'avant de mettre en place un programme, il faut d'abord étudier, voir si le problème qui a été identifié a connu dans le passé un certain nombre d'approches de solutions ou de mesures et quel effet ces mesures ont apporté. Est-ce que ces mesures ont apporté des effets limités et comment est-ce qu'on peut aller au-delà des mesures qui ont été déjà prises pour faire en sorte que le programme puisse atteindre des objectifs en accord avec la responsabilité de l'État qui consiste à fournir des services, des programmes à l'ensemble de ces enfants et que ces enfants, aucun enfant ne soit laissé de côté, aucun enfant ne puisse être victime de violence. Ou si d'aventure, il y a des enfants qui sont victimes de violence, que ces enfants puissent accéder à la justice. Il y a une question qui dit l'approche droit est la plus complète, est la plus complète pour nos actions, où l'obligation de l'État est centrale. Ma question est de savoir comment influencer la conformité des États qui n'ont pas la volonté politique et qui ne considèrent pas l'enfant ou l'adolescent comme étant une priorité. Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que cela revient à dire qu'on peut, d'un côté, ratifier une convention qui impose forcément des obligations et ne pas respecter ces obligations parce qu'on n'a pas la volonté politique? Ça, c'est une interrogation que je partage avec vous. Moi, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, le droit international exige que dès lors qu'un État prend des engagements et ratifie un traité, une convention, un protocole ou autre, qu'il mette en place au niveau national, qu'ils prennent au niveau national toutes les mesures nécessaires, que ce soit des lois, que ce soit des programmes, que ce soit des règlements ou des arrêtés, pour donner effet aux obligations contractées. Et ça, je peux vous assurer que ce n'est pas trop demander à un État que de faire cela. Mais maintenant, s'il n'y a pas de volonté politique, et malheureusement, on a constaté que dans beaucoup d'États, cette volonté politique manque. Parce qu'on considère qu'il y a d'autres priorités et que l'enfant n'est pas dans l'ordre des priorités de l'État. Et donc, c'est pour ça justement que pour ne pas laisser la Convention relative aux droits de l'enfant comme une convention orpheline, donc qui n'a pas de mécanisme lui permettant de pouvoir surveiller l'application des dispositions au niveau national, la Convention a mis en place un comité. C'est tout comme la Convention de Lanzarote qui a mis en place un secrétariat pour le suivi de la mise en œuvre de la Convention. C'est la même chose au niveau de la Convention interaméricaine des droits de l'homme. Il y a au niveau des États de l'OEA une commission, une cour qui permet justement d'apprécier, d'évaluer les engagements, d'évaluer les mesures prises par l'État au niveau national. Je crois qu'il faudrait qu'on se dise quelque chose qui parfois peut ne pas être facile, mais en tout cas, il faut le faire. Tant qu'un État a pris des engagements, il faudrait que ces engagements soient honorés. Et heureusement, on a des mécanismes pour mettre la pression sur l'État, même si malheureusement au niveau international, il n'y a pas un système de sanctions en tant que tel qui permette de pénaliser ou par exemple de donner une amende à un État ou d'emprisonner un État, ce qui est tout à fait impossible, ou en tout cas un représentant d'État parce qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires. Mais c'est justement la raison pour laquelle on a le comité des droits de l'enfant. C'est pour ça que même au niveau national, on a des systèmes qui nous permettent de pouvoir tenir pour responsable l'État. Si par exemple, on constate qu'il y a beaucoup de violences, il y a des violences à l'égard des enfants dans le système scolaire, il faudrait que l'État puisse prendre des mesures nécessaires. S'il y a de la violence au niveau de la famille, dans le cercle familial, il faudrait que l'État puisse mettre en place un système
qui permettent de retirer, par exemple, un enfant dans un milieu violent. On sait que de plus en plus, dans les clubs sportifs, les enfants sont victimes de violences. Il faudrait que l'État puisse encadrer le fonctionnement de ces centres sportifs pour faire en sorte que l'enfant ne soit pas victime de violence. Et si d'aventure l'enfant est victime de violence, qu'on puisse identifier le présumé auteur et que le présumé auteur puisse répondre de ses actes devant la justice et ensuite réhabiliter l'enfant. Donc, que l'enfant soit prioritaire ou pas, on peut constater quand même que de la ratification universelle de la Convention relative aux droits de l'enfant, il y a un engagement des États, puisque c'est la seule convention qui a bénéficié d'une ratification universelle. On peut considérer que les États ont quand même la volonté de respecter les droits des enfants. Reste maintenant la traduction concrète des engagements au niveau national. Et je crois que on peut et on doit d'ailleurs mettre la pression sur l'État pour qu'il y ait des programmes, des stratégies au niveau national de mise en œuvre. Alors, on va passer un peu aux questions qui sont écrites dans le fil de discussion, mais on va laisser la parole en même temps pour qu'on ne loupe pas de questions. Alors, il y a Blanca Estella qui a posé une question. Alors, si elle peut la poser, Blanca Estella. Et après, il y aura Emilienne. Est-ce que Blanca Estela est toujours là? Sí, aquí estoy. Sí. Sí, la pregunta va en la línea, en el enfoque de, nosotros estamos directamente involucrados en las comunidades, donde el enfoque de derecho todavía hay que trabajarlo mucho a nivel de pensamiento, de actitud, de comportamiento, y como son comunidades muy precarizadas, empobrecidas y excluidas, está muy metido el enfoque de necesidades. Entonces yo creo que ahí hay un gran desafío en los procesos de formación y transformación para que se asuma ese enfoque y las comunidades se empoderen para la defensa de los derechos de las niñas y los niños. Pero mi pregunta va, ¿cómo comprometer a las comunidades desde este enfoque en el compromiso de la defensa de los derechos de los niños y las niñas, cuando vemos que justo estos derechos están totalmente violentados, violados e incumplidos? Pues, gracias. Est-ce que vous voulez traduire ou je réponds par rapport à ce que j'ai compris? On n'a pas entendu, Yao. Moi, je n'ai pas eu la traduction. Est-ce que les autres ont eu la traduction? Ah. Oui, Oui. Moi, de mon côté, est-ce que tu as sélectionné le français, Yao? Dans l'interprétariat. Moi, j'ai bien eu la traduction, j'avais choisi. Est-ce qu'elle peut reposer la question? Enfin, juste la dernière partie de la question. En précisant le pays d'où elle vient et l'association et son... Voilà. Sí. Et la caméra, por favor. Blanca Fuentes, de Guatemala, Fundación Pedro Poveda. La pregunta, ¿cómo involucrar a las comunidades en la defensa de los derechos de las niñas y los niños habiendo asumido este enfoque de derechos? O sea, el Estado es la responsabilidad del Estado es clarísima, pero aquí las comunidades, cuando el incumplimiento es evidente de los estados, ¿cómo las comunidades se empoderan para hacer viable esto en lo que le corresponde? Claro. Ouais, voilà une excellente question parce que l'approche droit est une approche qui part de la base. Et donc, sans la participation des communautés, il est difficile qu'on puisse parler véritablement d'une approche axée sur les droits. Et c'est pour ça que il y a un élément fondamental, c'est le droit à l'information. Il faudrait que les communautés puissent être informées de la mise en place d'un programme donné. Il faudrait que justement l'État puisse diffuser l'information au sein des communautés et solliciter justement à travers des concertations les communautés pour donner leur analyse, pour faire des propositions
par rapport au sujet qui les concerne. Sans la participation des communautés, une solution qui serait décidée dans la capitale et qu'on viendrait appliquer aux communautés à la base n'aurait pas de sens, ne pourrait pas produire les effets escomptés et on ne serait pas dans l'approche basée sur le droit. Et donc, comment est-ce qu'il faut faire en sorte que l'information parvienne au niveau communautaire, au niveau des communautés, au niveau de la base? Il faudrait justement qu'il y ait une organisation décentralisée. Je parlais tantôt des municipalités. Je parlais de l'action qui se passe au niveau des quartiers, qui se passe au niveau des élus locaux, de tout ce qu'on peut faire au niveau local. On sait, par exemple, si je prends, en fait, je ne vais pas donner un exemple, mais en tout cas, il faudrait qu'au niveau national, on puisse, et ça, parfois, les consultations nationales ou les consultations des communautés locales se font de manière, on va dire, juste de façade. Il ne faudrait pas que juste l'État vienne pour dire, rassembler les communautés, on veut mettre en place ce programme, qu'est-ce que vous proposez? Non, il faudrait qu'on explique quel est l'objectif de la démarche, quelle solution on veut atteindre, quels sont les indicateurs qu'on met en place, et c'est justement à travers les informations recueillies, à travers les propositions faites par les communautés locales qu'on définit les indicateurs. C'est à partir de ces informations qu'on construit le programme. C'est à partir de ces indicateurs-là qu'on peut valablement mettre en place des solutions qui répondent aux besoins sur le terrain. Et c'est pour ça que si cela n'est pas fait, je peux vous assurer qu'au niveau international, au niveau régional, la participation est devenue une donnée fondamentale. Un État qui n'a pas consulté sa base, sa population à la base, reçoit une sorte de discrédit au niveau international. On considère un État qui ne l'a pas fait ou qui l'a fait juste de façade comme étant un État qui ne respecte pas sa population. Et ça, je peux vous assurer qu'au niveau international, c'est très mal vu en fait. Et c'est pour ça que tous les États se prévalent justement des consultations qui sont organisées et parfois de façade, justement juste pour dire on l'a fait, alors qu'on ne l'a pas fait de façon approfondie, on ne l'a pas fait en donnant véritablement la parole aux personnes qui sont concernées au premier chef, aux personnes qui sont capables de dire par rapport à cette solution, par rapport à la violence à l'égard des enfants, voici les solutions possibles. Alors, il y avait aussi une question dans le même sens sur les communautés, les leaders de Govodi, de Edouard. Est-ce que les éléments de réponse de Yao ont suffi ou est-ce que Edouard ou Béné veulent peut-être, comme on est sur le sujet de la place de la communauté, des leaders communautaires par extension, on peut continuer. Et je n'oublierai pas Angelica après. Et surtout pour Edouard qui a pu soulever la question par rapport aux enfants qui vivent dans des villages et surtout pour ça. Donc ça revient encore sur la préoccupation de Yao. Au fait, c'est ce que nous constatons au niveau de nos pays. Donc, au niveau de la RDC, nous avons des beaux textes, des lois vraiment bien et des programmes. Donc en lisant, on peut espérer que peut-être demain ou après-demain, la situation des enfants pourrait trouver vraiment des solutions. Mais ce qui est plus difficile au niveau communautaire. Donc, il y a un engagement au niveau des communautés. Je vais parler par exemple au niveau de la RDC où il y a l'approche communauté protectrice qui travaille avec la division des affaires sociales. Il y a tout un programme, mais ce qui pose des problèmes, c'est les mesures d'accompagnement. Donc, j'ai aimé un peu la présentation de Yao. Je comprends que c'est tout un système. Et dès qu'il y a une partie qui ne marche pas, d'office, la roue ne va plus marcher. Donc, nous avons les cas des enfants qui sont identifiés, des situations de vulnérabilité. On engage les cadres de base qui réfèrent un peu le cas. Bon, mais ils vont référer pour quel service? Il y a la question de la disponibilité des services qui pose des problèmes. Donc, à un moment donné, il faut maintenant voir qu'il faudrait maintenant soutenir les enfants, les programmes du gouvernement, comment la contribution du gouvernement, on n'en a pas.
je veux parler par exemple de l'aspect sur la récession ou bien l'accès à la justice pour les enfants. Donc, vous allez trouver qu'avec tout ce qui entoure les phénomènes, avec la corruption, tout ça, et les cas d'impunité, ça décourage. Donc, il y a des gens qui préfèrent faire même des arrangements à l'amiable au détriment malheureusement des victimes que d'aller par exemple au niveau de la justice. Donc, vous comprenez, moi ce que je retiens ici, tout ce que Yao a présenté, on comprend bien qu'il faut les services, qu'il faut des lois, il faut les mettre en application, mais dans le contexte où nous devons comprendre ça comme un système et que si une partie ne s'engage pas, si la communauté ne s'engage pas, si l'État ne s'engage pas, ça pose vraiment un sérieux problème. Je ne sais pas si le collègue peut dire aussi quelque chose. Alors, on va peut-être prendre 2 questions en même temps. Et Yao répondra. La parole à Angélica qui lève la main depuis longtemps. Et après Gaston. Comme ça, Gaston, tu te prépares. On fera 3 questions. Sí. Gracias, soy de la Oficina de Pastoral para la Niñez y la Familia. Pastoral pour la famille de Colombie. Je voudrais partager avec vous une réflexion. J'ai trouvé cette intervention fort intéressante, mais j'aimerais approfondir un autre concept, un concept sociologique, c'est-à-dire la violence structurelle. C'est-à-dire tous les éléments dont vous avez parlé sont fondamentaux dans cette approche. Mais toutefois, j'étais surprise par le fait qu'aucune sanction n'est prévue pour les États qui ne respectent pas leur engagement. Et donc, voilà ce qui me... Et là, on peut parler d'une violence invisible. Et cela a des répercussions sur la qualité de vie. Alors, que faire pour que ces rapports qui sont présentés tous les 5 ans concernant les droits de l'enfant prévus, tels que le prévoit la Convention, alors que faire pour ce qui est des recommandations? Que faire pour que ces recommandations ensuite soient traduites également, soient présentes dans les décisions des États, par exemple? Si la vie des peuples est en danger à cause de conflits de différents types, alors quel est le concept de développement qu'on peut adopter? L'approche basée sur le droit, bien sûr, ne trouve pas sa place dans des situations comme celle-là. Quelle est l'incidence politique que nous pouvons avoir pour faire en sorte que l'enfant soit une réalité et que l'État tienne compte également de cette situation et adopte un comportement éthique et responsable? Dernière question de Gaston, après Yao répond, et on passera à d'autres questions. Si Gaston, tu peux te présenter ton pays aussi. Je suis Gaston Bangué, proviseur du lycée Saint-Joseph de Kilo, dans la province de la Tandilé, au Tchad. Je voudrais intervenir sur certains points évoqués un peu lors de la présentation, parce que nous avons une préoccupation ici. C'est l'aspect judiciaire dans le délit. Ici, dans notre constitution, l'avant-dernière constitution, il était prévu qu'on peut s'entendre. On appelle ça la DIA. Alors, quand des auteurs d'un crime pareil agissent et qu'ils ont beaucoup d'argent, ils vont vers les parents et ils réparent le préjudice en donnant de l'argent. Mais sur le plan judiciaire, ils ne sont pas suivis. Est-ce que dans cette présentation d'une loi constitutionnelle, est-ce qu'on ne voit pas qu'il y a un encouragement à des délits puisqu'on a un pouvoir financier? Même si on a dit qu'il y a des réparations pécuniaires. Donc c'est un point. Peut-être qu'il faudrait que
nos États puissent aussi tenir compte de ces enfants qui sont marginalisés et qui ne peuvent pas de fois se défendre. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre dans nos constitutions qu'il faut sanctionner fortement ces personnes qui atteignent à l'intégrité physique, morale et affective de ces enfants? Et je voudrais aussi revenir sur un point des services de signalement. Nous, dans notre pays, c'est un pays très enclavé, hein. Tous ces services que M. Yao a cités, on les trouve très loin. Généralement, c'est dans les grandes villes. Mais les petites villes sont en déperdition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décentralisation des services. Alors, comment, sur le plan communautaire, parce qu'il y a une intervenante qui a déjà signalé l'aspect de l'éducation des populations. Nous savons que dans nos villages, c'est la tradition qui prime encore. C'est-à-dire, la tradition règle un peu la vie quotidienne. Même la loi de l'État ne fait pas de fois face à la tradition. Alors, comment lier la tradition et le droit pour qu'on puisse trouver un moyen de protéger harmonieusement ces enfants? Merci. Yao, c'est à toi. Voilà, merci beaucoup pour ces 3 questions de la RDC, de la Colombie et du Tchad. Je commence par la RDC, par Bénin. C'est vrai ce que vous dites, en fait, et ça traduit, en fait, tous les défis qu'on a au niveau national. Comment est-ce que les États arrivent à faire en sorte que les personnes puissent jouir effectivement de leurs droits, notamment les enfants. Et ça, malheureusement, on peut et on doit constater que les mesures d'accompagnement sont assez rares. Et ça, il y a des éléments qu'on peut analyser. Lorsque, par exemple, l'État adopte son budget national, le budget annuel doit prévoir un certain nombre de services, que ce soit le budget national ou le budget provincial, ou le budget de district, ou le budget de la ville. On doit prévoir un certain nombre de lignes budgétaires qui sont destinées à mettre en place, à renforcer un certain nombre de services à l'égard des enfants. Des services d'écoute, des services de permanence téléphonique, des services d'analyse psycho-légale, un certain nombre de services qui permettent à la population de pouvoir accéder à la justice. Et malheureusement, on constate que ces services ne sont pas là. Et ça, ce que moi je proposerais par exemple, si on constate, lorsqu'on constate cette défaillance de l'État, alors que les besoins sont là, on peut à la limite dire à l'État, si vous n'avez pas les capacités, vous pouvez à la limite faire en sorte qu'il y ait des subventions qui soient allouées par exemple aux organisations de la société civile qui sont actives sur ces thématiques-là pour que des services puissent apporter. Si l'État ne peut pas mettre en place des centres, il subventionne des centres qui sont déjà existants et peut, par exemple, lorsque les centres qui sont subventionnés ne prennent en charge que les enfants de 10 ans, l'État peut dire, par exemple, prenez les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans et vous avez cette subvention pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins de ces enfants-là. Donc, l'État doit, en principe, trouver un certain nombre de palliatifs au manque de ressources. Le manque de ressources, un État n'aura jamais suffisamment de ressources pour l'ensemble de ses besoins, mais il est de sa responsabilité de s'organiser. La seule organisation permet déjà de faire en sorte que les services soient disponibles. Je prends par exemple l'exemple des lignes téléphoniques, des permanences téléphoniques. Les permanences téléphoniques, c'est bien parce que ça permet de signaler un fait, mais si le signalement ne peut se faire que dans la capitale, comme l'a dit le proviseur, si on a ce signalement que dans la capitale et que les personnes qui sont dans les villages ne peuvent pas accéder à ce service, on n'est pas dans une approche basée sur le droit. Et en ce moment-là, une organisation simple permet de le faire. Par exemple, lorsqu'on reçoit l'appel, qu'on puisse orienter l'enfant vers des centres qui sont disponibles et qui peuvent prodiguer les soins
et les services nécessaires. Il suffit juste que l'État s'organise, que l'État puisse identifier l'ensemble des services sociaux sur l'ensemble du territoire et que, à un appel donné, on puisse donner une réponse en référant l'appelant vers le service approprié. Donc, il faut juste des partenariats comme étant des solutions possibles. On peut avoir une organisation plus appropriée pour éviter, pour faire en sorte que le manque de ressources ne soit pas un problème ou un empêchement à l'accès aux services et à l'accès à la justice. Et la question des arrangements à l'amiable, c'est une question qui porte véritablement atteinte aux droits de la victime. Lorsqu'on procède par arrangement, cela veut dire qu'on ne reconnaît pas la personne, l'enfant victime, en tant que victime. Et ça, c'est très dangereux parce que en ce moment-là, l'auteur présumé, ou en tout cas l'auteur, puisque dans ce cas précis, il reconnaît en allant vers la négociation à l'amiable parce que cette personne qui est auteur a les ressources, cela encourage l'impunité. Et l'impunité fait en sorte que les actes de violence à l'égard des enfants sont répétés à travers le temps. Donc, les solutions qui tournent autour de l'arrangement encouragent l'impunité parce que l'auteur sait que en ayant des ressources, il peut, à chaque fois qu'elle exerce une violence sur un enfant, aller négocier et donner un certain nombre de montants à la famille ou à l'enfant qui est victime. Et cela est contraire à l'accès à la justice. Maintenant, par rapport à la question de la Colombie, je comprends aussi que, malheureusement, il n'y a pas de sanctions au niveau international qu'on impose aux États. Mais il y a quelque chose qu'on peut appeler le naming et le shaming, le fait que tous les 5 ans, en examinant les rapports des États, le comité des droits de l'enfant dise, par exemple, la Colombie ne fait pas ceci, la Colombie n'a pas mis en place des mesures nécessaires pour donner effet aux recommandations qui ont été formulées il y a 5 ans en arrière, que l'État n'a pas fait. Ça suscite une certaine honte de la part de l'État qui se voit ainsi contraint de prendre les mesures qui s'imposent. Malheureusement, on ne voit pas. Si je prends l'exemple de la Colombie, l'Institut colombien du bien-être familial, l'ICBF, qui est l'organe national qui supervise la mise en œuvre des programmes relatifs aux droits de l'enfant, devrait disposer des ressources appropriées pour que les enfants puissent accéder à la justice. Par exemple, dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, l'ICBF a mis en place un certain nombre de programmes pour répondre à la recrudescence ou à l'augmentation de la violence à l'égard des enfants, notamment dans le cercle familial. Mais la question qui se pose, est-ce que l'ICBF a les ressources nécessaires pour atteindre l'ensemble des enfants? Ou c'est juste des enfants qui sont à Medellín, ou juste les enfants qui sont à Bogota, qui sont susceptibles d'accéder à ces services? Est-ce que les enfants qui vivent dans les populations autochtones, dans les communautés rurales, participent ou bénéficient également de ces services? Malheureusement, non. Et c'est pour ça que le comité est toujours ouvert à écouter l'ensemble des préoccupations de cette nature-là, des préoccupations qui viennent de la base, et ensuite formuler des recommandations qui soient adaptées et qui, on va dire, mettent la pression sur l'État pour justement réparer ou en tout cas mettre en place des services qui s'imposent. Par rapport à la question de... C'est vrai que si l'État doit agir et qu'il s'abstient d'agir, il y a une sorte de violence invisible, on peut l'appeler ainsi. Mais je crois qu'il nous appartient aussi, en tant qu'organisation de la société civile, de mettre l'État devant ses responsabilités. Si nous sommes capables de montrer à travers nos rapports, nos activités, nos discussions, les failles du système, les défauts, les lacunes, on peut toujours interpeller l'État en disant, que ce soit au niveau de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, que ce soit au niveau du Comité des droits de l'homme des Nations Unies ou devant les instances régionales, on peut toujours interpeller l'État et obtenir, je l'espère en tout cas, des approches de solutions, des mesures qui puissent améliorer la situation. Concernant la question du Tchad, qui rejoint un peu
la question des communautés donc posée par la RDC et la Colombie. La réparation à l'amiable, je le disais, c'est attentatoire à la dignité de la victime. Et heureusement, même s'il n'y a pas de sanctions au niveau international, il y a des sanctions qui sont prévues au niveau du code pénal, au niveau des codes pénaux de tous les États. Donc, la violence à l'égard des enfants est punie. Si les violences ne sont pas punies dans le code pénal de votre État, c'est justement à ce niveau qu'il faut agir pour que la législation puisse tenir compte, par exemple, de la violence intrafamiliale, parce que les enfants subissent de la violence à l'intérieur de la famille. Les enfants subissent de la violence à l'école. Les enfants subissent de la violence dans la communauté. Mais est-ce que la loi, le code pénal ou l'ensemble de la législation nationale tient compte de ces différentes catégories de violence que subissent les enfants dans les différents milieux? Si ce n'est pas le cas, il faut agir pour faire en sorte que la législation soit révisée ou réformée. Et je crois qu'en termes de prévention, il y a beaucoup de choses à faire. Malheureusement, les États sont plus dans la répression ou dans le curatif que dans la prévention. On est davantage porté vers le curatif, et ce qui fait qu'on a moins de services qui vont dans le sens de la prévention. Par exemple, le fait de maintenir les enfants à l'école, le fait de s'assurer que les enfants vont à l'école, que l'école primaire est obligatoire et gratuite, tout cela, c'est un système qui permet en fait de maintenir un enfant à l'école et de le soustraire de la rue, par exemple, ou de le soustraire de l'exploitation et de la violence qu'il pourrait subir en étant dans la rue, ou en étant dans des gangs, ou en étant dans des groupes qui ne doivent pas en principe fréquenter. Par exemple, l'école des parents. Dans un certain nombre de pays, on a ce qu'on appelle l'école des parents. Ce sont des structures qui permettent aux parents de discuter, d'échanger des pratiques, d'écouter ce qui se fait de bien, de pouvoir s'inspirer, d'adapter les solutions aux problèmes des enfants. Si on a la possibilité d'organiser ces genres de structures, d'écoles des parents, cela permet déjà d'éviter un certain nombre de problèmes parce qu'on peut trouver dans les échanges, dans les discussions, un certain nombre de solutions déjà au niveau familial pour faire en sorte que voilà, des systèmes de prévention puissent déjà éviter que l'enfant ne tombe dans que l'enfant ne puisse subir de la violence, y compris dans le cercle familial. Merci. Alors, on va passer la parole pour des questions courtes. Alors, il nous reste 20 minutes. On veut faire une séance plus courte pour cette première. Donc, dans les discussions, il y avait Emilienne, Thomas et Rose qui avaient encore des questions. Alors, je vous demande de bien vous présenter, de faire des questions courtes et d'avoir des réponses courtes aussi, bien faciliter la fin de la séance. Merci Marie-Laure. Merci Marie-Laure. Bonjour tout le monde. Je suis Koulibaly Emilienne de l'ONG Dignité Droit pour les enfants en Côte d'Ivoire, qui est le partenaire opérationnel du pays. Excusez-moi pour la voix. Je veux savoir concernant les réserves. C'est vrai que merci pour ta présentation, ta brillante présentation. Tu as eu à parler des réserves. Je dis qu'on allait revenir là-dessus, mais j'ai une préoccupation. On sait que généralement nos pays, nos États, ils ratifient sans réserve. Malgré ça, ils n'arrivent pas à appliquer les dispositions qui se trouvent dans les différentes conventions. Mais le fait que je ratifie sans réserve, je suis exposée à quoi? Et combien de temps il leur faut pour qu'ils puissent enlever cette réserve qui plane sur leur ratification? Merci. Question courte, Marie-Laure. Merci. À Thomas, s'il avait toujours sa question qui était un peu dans ce sens. Oui, merci Marie-Laure. La question que j'ai posée concernait les… Ton organisation, tu viens d'où? Non, mais je viens du PEDER, le programme d'encadrement des enfants de rue, à l'est de la République démocratique du Congo, donc à Bukavu. Voilà. Je travaille comme chargé de programme ici. Donc, la question que j'ai posée, c'était un peu dans le même sens que plusieurs questions qui ont déjà été posées, même aussi dans le même sens que celle de Madame Emilienne. C'était sur les mécanismes de contrainte
pour amener les États dans la mise en œuvre de leur programme, pour amener les États à respecter leurs engagements. Je crois en grande partie, IAO avait donné de l'éclairage là-dessus. Donc, je ne reviens pas sur la question. Ok, merci. Alors, voilà, merci. Merci Thomas. Rose. Merci bien. Merci M. Yao également pour la présentation. J'ai une inquiétude. Je n'ai pas entendu parler de... Ton pays et la structure. Bien, merci. Je viens du Burkina Faso. Voilà, je suis directrice d'une école primaire, La Salle Badenia, à Ouagadougou. Je suis membre du CIAMEL également. Merci. Voilà. J'ai une inquiétude. Je n'ai pas entendu parler des devoirs de l'enfant. Durant toute la présentation, je n'ai pas entendu parler des devoirs. J'aimerais qu'il parle un peu. Pourquoi il n'a pas parlé de devoirs? Parce que ma crainte, à force d'apprendre aux enfants leurs droits, il ne faudrait pas piétiner aussi leurs devoirs. Merci. On clôture bien pour la dernière question. Merci, Rose. Voilà. Par rapport à la question des réserves, c'est une question technique, juridique très compliquée au niveau du droit international. Il y a une différence entre un État qui a ratifié avec réserve et une différence entre un État qui a ratifié avec réserve et un État qui a ratifié sans réserve. Lorsqu'on ratifie avec réserve, ça veut dire qu'on met un veto sur les dispositions réservées. Et ça veut dire que si, par exemple, la réserve porte sur le mariage des enfants, cela veut dire que l'État n'est pas contraint d'appliquer cette disposition qui l'engage à éradiquer le travail, le mariage forcé sur son territoire, malheureusement. Et donc, au niveau international, c'est une question assez compliquée parce que, voilà, les États estiment que, au nom de la souveraineté, ils peuvent ratifier des conventions en émettant des réserves sur un certain nombre de dispositions. Mais il y a ce qu'on appelle l'objet et le but du traité. Est-ce qu'une réserve peut porter sur l'objet et le but du traité? Justement, si par exemple, à ratifier la Convention relative aux droits de l'enfant, un État met une réserve sur la disposition qui demande aux États de présenter des rapports périodiques au comité. Est-ce qu'on peut considérer que cette réserve est attentatoire à l'objet et au but du traité, au but de la Convention en question? Ça, c'est un problème qui est pratiquement insoluble au niveau international, mais il est clair qu'empêcher un mécanisme de supervision d'examiner la situation dans un pays donné n'est pas conforme à l'objet et au but de la Convention. Et donc, cette réserve tue en quelque sorte la Convention et jette de la suspicion sur l'intention réelle de l'État en ratifiant la Convention. Parce que si vous ratifiez la Convention et que de l'autre côté, vous interdisez au comité chargé de la supervision de s'acquitter de son mandat, vous ratifiez, vous donnez par la main gauche ce que vous retirez par ailleurs par la main droite. Et donc, les réserves sont vraiment un mécanisme qui tue en quelque sorte les engagements des États et qui leur permettent de ne pas respecter du tout ce qui est prévu au niveau de la Convention. Par rapport à la question du retrait des réserves, selon le droit international, le retrait peut intervenir à tout moment. À tout moment, l'État peut décider de dire, OK, telle réserve, je l'avais formulée à un moment où le droit national n'était pas conforme. Maintenant que nous avons réformé le droit national, nous sommes en conformité avec la Convention, donc je retire mon réserve. Mais il nous appartient aussi, en tant qu'organisation de la société civile, lorsque nous intervenons auprès des États, de souligner l'importance du retrait des réserves en mentionnant, par exemple, le fait que les réserves formulées, par exemple, il y a des années, n'ont plus d'objet aujourd'hui parce que soit le droit a évolué, soit ce sur quoi portait la réserve n'est plus d'actualité. Par rapport à la question de Thomas, ça me permet de revenir un peu sur les mécanismes de contrainte.
au niveau de la Convention, c'est un système d'évaluation et de monitoring qui est fait par le comité. Mais au-delà de la Convention, les États prennent des engagements. Par exemple, au niveau des objectifs de développement durable, c'est un engagement programmatique qui définit un certain nombre d'axes que les États doivent, par exemple, mettre en œuvre. Il y a par exemple la cible 16.2 dont j'ai parlé et qui demande aux États d'éradiquer la violence à l'égard des enfants d'ici 2030. Voilà, c'est un engagement que les États ont pris et il y a un mécanisme qui permet aux États, que ce soit au niveau du Conseil des droits de l'homme, que ce soit au niveau de l'examen périodique universel, mais également à un niveau plus politique, au niveau du High Level Political Forum, le forum politique de haut niveau qui se tient aux États-Unis et qui permet en fait aux États de faire rapport par rapport aux mesures prises au niveau national pour donner effet à leur engagement au titre des objectifs de développement durable. Mais il y a aussi d'autres partenariats. Par exemple, il y a le partenariat mondial sur l'élimination de la violence à l'égard des enfants. Et ça également, un certain nombre de pays représentés ici sont des pays pionniers et qui donc, à ce titre, sont appelés à mettre en place un certain nombre de mesures pour éradiquer la violence à l'égard des enfants sur le territoire. Par rapport à la dernière question de Madame Rose du Burkina, les devoirs de l'enfant. Ça, c'est une question assez technique aussi. Je dois dire que ce soit au niveau de l'Amérique latine, au niveau de l'Europe, au niveau de l'Asie, il n'y a pas, en tout cas de manière conventionnelle, des dispositions qui incitent sur la question de devoir. Mais lorsqu'on prend la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, on a des dispositions qui portent sur les devoirs de l'enfant. Le devoir de l'enfant de respecter ses parents, le devoir de l'enfant de ne pas trahir son pays, de respecter les emblèmes, tout ce qui concerne son pays. Mais il faudrait que je souligne quelque chose de fondamental. Avoir des devoirs, ce n'est pas une mauvaise chose. Respecter ses parents, je crois que ça va de soi. Ça fait partie de l'éthique, ça fait partie de l'ordre qu'on doit avoir au niveau de la famille et dans la société. Mais il faut noter que la jouissance par un enfant de ses droits n'est pas subordonnée à l'exécution des devoirs. Et ça, il faut qu'on puisse se le garder en tête. Ce n'est pas parce que l'enfant n'a pas obéi à ses parents qu'on ne doit pas l'admettre à l'école. Et ça, je crois que c'est très important d'insister là-dessus. Il n'y a pas c'est pas le fait de dire que l'enfant n'a pas respecté son devoir, du coup, il ne peut pas jouir de ses droits. Ça, ce n'est pas ça. Mais en soi, parler des devoirs de l'enfant n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Mais simplement, on ne doit pas subordonner justement l'exécution de devoirs à la jouissance des droits. Voilà. Merci.